Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de nos rencontres avec vous, nos membres du club Airport Premier. Une rencontre un peu particulière, on aurait aimé vous recevoir comme à notre habitude dans un lieu d'exception, mais tout de même, on ne voulait pas passer à côté de l'occasion de vous rencontrer et surtout de répondre à vos questions. Des questions que vous nous en avez déjà envoyées beaucoup, n'hésitez pas à continuer à travers le module de chat avec lequel vous vous êtes connectés. On va répondre à vos questions, mais déjà je voulais vous présenter Franck Golnadel. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est notre nouveau président du directoire. Franck, peut-être pour commencer déjà, vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolé encore une fois que cette première rencontre avec vous soit une rencontre virtuelle. Je suis Franck Golnadel, je suis un passionné d'aéronautique depuis près d'une trentaine d'années et j'ai rejoint la Société des aéroports de Côte d'Azur en fin septembre 2020. Je suis très heureux de venir à la tête de cette société qui gère un certain nombre de plateformes emblématiques et j'ai retrouvé le plaisir de conduire les destinées d'un aéroport atypique, dans le sens où il est inscrit dans un territoire, il a la volonté de servir ses clients et surtout c'est une porte d'entrée et de sortie très importante pour les Azuréens et très importante pour l'entrée des personnes qui veulent venir visiter notre département. Dont font partie justement vous, nos membres du club Airport Premier. Alors peut-être Franck, parce que ce programme, il ne faut pas l'oublier, vous êtes un homme du sérail, vous en avez connu plein des aéroports, mais ce club, c'est le premier conçu par un aéroport pour ses voyageurs. Alors, comment est-ce que vous voyez un peu cette grande famille? Alors écoutez, pour tout vous dire et être le plus transparent possible, j'ai vu en étant gestionnaire d'un autre aéroport la naissance de ce club. J'étais très dubitatif et très vite j'ai été très jaloux. Et je suis très content de venir aujourd'hui me présenter aux membres du club parce que les aéroports de Côte d'Azur, au travers de ce club, ont créé une relation particulière avec les clients, avec les utilisateurs de nos installations. C'est très important d'avoir ce lien, ce retour, finalement ce challenge qui fait que les équipes sont là pour réagir et faire évoluer à la lumière de l'expérience client. D'accord, alors justement, comme ce sont des utilisateurs, ils ont déjà envoyé plein de questions et je le répète, vous pouvez continuer à nous en envoyer sur le module de chat. Celle qui revient le plus, c'est pas une grande surprise, c'est le réseau. On l'a vu, ça redémarre, mais jusqu'à quel point ça va redémarrer? Et une des questions qui revient le plus, c'est quand même sur les longs courriers. Oui. Alors, les aéroports de Côte d'Azur, Nice, est le deuxième aéroport de France en matière de connectivité. Et tout de suite, pour répondre à la question que tout le monde attend, est-ce que cette connectivité, on va la retrouver? Je suis convaincu qu'on la retrouvera. Parce que ce qui a fait cette connectivité, les spécificités de la Côte d'Azur, son attractivité, fait que les compagnies ont globalement envie de revenir. Qu'est-ce qui a fait que cette connectivité a été perdue et prendra un peu de temps pour revenir? En fait, ce sont les décisions gouvernementales des pays, les mesures qu'elles ont prises, ces autorités, pour restreindre le transport et faire que plus personne n'était libre de voyager, d'abord au sein de notre propre pays, puis après entre les pays. Mais ce qui a fait cette connectivité avant demeure. Et donc, il faudra peut-être un peu de temps, mais je suis convaincu que nous retrouverons cette connectivité. Un des enjeux du retour de la connectivité, c'est la vaccination, c'est le pass sanitaire. Et du coup, nos utilisateurs, nos membres du club Airport Premier se demandent si cet été, quand on est vacciné, on pourra bénéficier d'un flux particulier et donc plus rapide que ceux qui n'auraient pas la double dose de vaccination. Et puis peut-être c'est l'occasion de faire un point sur comment ça va se passer parce qu'on l'a vu, le ministère a communiqué, il y a des pays verts, des pays oranges, des pays rouges, selon qu'on part, selon qu'on arrive. Peut-être ça vaudrait le coup de clarifier un peu tout ça. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la clé de la réouverture et de la connectivité, c'est la vaccination. Cette vaccination, elle est importante, elle est inclue dans le pass sanitaire, elle n'est pas uniquement la clé du pass sanitaire parce que aujourd'hui tout le monde n'a pas accès à la vaccination aussi librement dans tous les pays, mais à terme la vaccination sera la clé. Alors aujourd'hui le pass sanitaire, la France, l'Europe ont fait en sorte qu'il existe, qui permettent de donner des règles claires aux Français qui veulent voyager à l'étranger ou aux étrangers de venir en France sur la façon dont ils doivent appréhender leur voyage. Alors oui, c'est vrai, ça va apporter quelques contraintes, mais je pense que c'est des contraintes qu'il faut accepter pour permettre demain une réouverture complète de cette connectivité. Mais alors justement, en termes de gestion des flux, est-ce qu'il y aura des flux particuliers selon qu'on a eu la double dose ou pas? Et puis surtout, la gestion des flux. On a vu dans d'autres grands aéroports français des militants dire attention, ça va être un été, je reprends leur terme, chaotique.
Et nous, en plus, on n'a pas le T1. Alors, 3 questions en une, mais comment on va gérer les flux? Est-ce que ça va être bien géré, chaotique ou non? Et en fonction avec la réouverture ou pas du T1? Alors, non, il n'y aura pas des flux spécifiques aux gens vaccinés versus les gens qui ne sont pas vaccinés. En fait, les compagnies aériennes ont la charge de mesurer et contrôler à l'enregistrement que vous disposez de toutes les autorisations pour pouvoir voyager. Une fois que ces autorisations seront validées, vous prenez le circuit normal. Il y aura des contrôles à certains moments pour certaines destinations ou provenances, parce que l'État français a pris des mesures, vous l'avez dit. Il y a des pays rouges où la libre circulation n'est pas la règle. Il y a des pays oranges où il faut avoir un certain nombre de prédispositions et des contrôles aléatoires. Et puis il y a les pays verts où on aura, moyennant le pass sanitaire, une libre circulation. Donc il n'y aura pas de flux spécifique, mais il y aura des contrôles, soit nécessaires, soit aléatoires, soit pas du tout, en fonction de ses provenances. Et sur le terminal 1, il sera certainement fermé encore cet été. Aujourd'hui, le taux de reprise que l'on imagine du trafic par rapport à 2019 est à peu près de 60%. Alors, ça peut paraître faible, mais si on regarde un petit peu un peu en arrière, l'été dernier, on avait 40% de reprise globalement au mois de juillet et août 2020 par rapport à 2019. Donc on aura à peu près 50% de trafic en plus avec du trafic international, puisque comme on le sait aujourd'hui, Emirates, Delta, la compagnie vont réouvrir leurs lignes internationales, soit vers Dubaï, soit vers les États-Unis. À ce stade des prévisions de trafic, l'ensemble du trafic peut passer sur le terminal 2. C'est important pour nous parce qu'on a vécu une période passée très difficile économiquement comme toutes les entreprises et on se doit de garantir et de faire en sorte qu'il y ait une pérennité de la société. Donc fermer un terminal, ça ne se fait pas de gaieté de cœur, mais c'est nécessaire pour préserver les intérêts de l'entreprise. Mais je l'ai toujours dit et je le redis devant nos clients fidèles, l'aéroport ne sera jamais un filtre ou un frein à la reprise d'activité. Et si le trafic venait être supérieur à nos prévisions et ne passerait pas dans le terminal 2 seul, à ce moment-là, on prendrait des mesures pour accueillir ce trafic en utilisant en partie le terminal 1. Mais ce n'est pas aujourd'hui le scénario sur lequel on est à la lumière des prévisions de trafic. Il y a une autre question qui nous est revenue, qui est toujours sur la question de la gestion des flux, mais là qui concerne davantage les contrôles des passeports, la mobilisation des officiers de la PAF. Apparemment, il y a eu parfois des cafouillages, notamment au terminal 1, où les passages réservés pour les passeports européens n'étaient pas toujours ouverts. Est-ce qu'il y a une réorganisation? Est-ce que depuis votre arrivée, on va se mobiliser pour que justement cette gestion des flux soit meilleure? Alors, j'ai rencontré les autorités de police, j'ai rencontré le préfet. Ça fait partie de nos priorités et je pense que nos clients attendent de nous de la cohérence dans le service. On ne peut pas dire à un moment donné qu'il faut assurer une distanciation physique, une bonne fluidité pour préserver la sécurité sanitaire et en même temps accepter qu'il y ait des filtres et des contrôles complexes. Pour ce qui est de la sûreté qui est directement sous notre responsabilité, nous avons pris toutes les mesures pour assurer un maximum de fluidité. Il n'y aura pas d'économie dans les dépenses de sûreté. Sur ce qui est de la PAF, je me suis entretenu avec le directeur de la PAF, la directrice locale, pour que l'ensemble des effectifs qui étaient prévus sur le terminal 1 et le terminal 2 soient présents, qu'ils soient là, qu'ils soient opérationnels sur le seul terminal 2. Donc on a un trafic avec des équipes qui sont censées être globalement présentes et on fera en sorte au quotidien de travailler avec elles pour faire en sorte que les filtres soient armés et qu'on ait un maximum de fluidité. Justement, vous parliez de cohérence. Il y a peut-être là aussi un exercice de pédagogie à faire parce qu'on a eu des questions de passagers qui se demandaient pourquoi, en partant de Nice, donc de notre terminal 2 ici, se rendant à Rome, qui est dans l'espace Schengen, ils ont dû passer par la zone non Schengen. Effectivement, en termes de cohérence, c'est parfois difficile pour un passager de comprendre que plusieurs réglementations s'appliquent et elles ne sont pas toutes liées soit à la règle sanitaire, soit aux règles transfrontières comme l'espace européen. En fait, pour l'exemple que vous citez, il y a une troisième réglementation qui est celle des mesures complémentaires que souhaite mettre en place la France pour se prémunir contre le risque terroriste. Et certains vols à destination ou en provenance de pays européens, bien que réglementairement on soit en libre accès sans contrôle de frontières, l'État français a pris la décision de mettre ces vols-là et ces provenances ou destinations dans un système de contrôle pour se prémunir contre le risque terroriste.
D'accord. Alors, un autre point de friction qui nous est remonté, on en a l'exemple juste derrière d'ailleurs avec des sièges, c'est parfois le manque de place assise. Vous voyez, on est vraiment dans du concret ici, mais qui nous amène peut-être plus globalement à une question centrale et chère, je crois, pour vous, c'est celle de la qualité de service que l'on doit à nos usagers. Non seulement c'est cher pour moi, mais je n'appelle pas nos clients des usagers. Pour moi, ce sont des clients. Les passagers qui utilisent nos installations doivent commencer leur voyage et leur expérience dans nos installations, j'ai envie de dire depuis le parking jusqu'au moment où ils rentrent dans l'avion. Et c'est vrai que, à peine arrivé, j'ai demandé aux équipes de m'expliquer quelles étaient nos forces et nos faiblesses en matière de qualité. Et je vais citer 4 exemples qui sont pour moi une priorité. La place assise dans les salles d'embarquement, qui plus est, quand on sait qu'on va avoir un été chargé sur un seul terminal, c'est fondamental. Donc on va avoir un plan de densification de nos sièges et de diversification de l'offre de sièges. Deuxièmement, la propreté de nos installations, la propreté des blocs sanitaires. Et ça n'est pas simplement qu'un problème d'entretien, c'est aussi un problème de vétusté. On a mis en place 2 tests que j'espère nos clients verront, de nouveaux blocs sanitaires qui devraient être la norme dans les futures installations. On va voir cet été, au travers de ces 2 exemples, quelle est la perception client, quel est pour eux leur ressenti quand ils utilisent ces blocs, pour voir s'ils sont à la hauteur des enjeux de qualité. 3e levier, à court terme, que je vois, c'est les chariots bagages. Les passagers qui ont besoin d'un chariot. Aujourd'hui, ils sont recyclés par un système de monnayeur. Or, les passagers étrangers, par exemple, n'ont pas forcément une pièce pour pouvoir utiliser ces chariots-là. Eh bien, j'ai demandé qu'un test soit fait pour qu'on distribue des jetons qui permettent à d'autres clients étrangers qui n'ont pas forcément la monnaie en poche quand ils arrivent de pouvoir utiliser ces services. Le dernier point qui est important et partagé avec les compagnies aériennes, c'est la livraison des bagages. Il n'y a rien de plus agaçant quand on est passager, qu'on attend son bagage de soute, d'attendre sans savoir quand est-ce qu'il va être livré. On va mettre en place un test dès cet été où sur le téléaffichage, quand vous arriverez en salle de livraison bagages, vous aurez une estimation du temps de livraison bagages. Ça permet aux passagers de savoir combien de temps ils vont attendre, mais ça permet aussi, quelque part, aux compagnies aériennes de s'auto-améliorer parce qu'on mesurera le temps de livraison bagages, on leur donnera, elles auront la capacité derrière d'agir auprès de leurs assistants pour améliorer le service. Il n'y a pas de service qui s'améliore si on n'est pas capable de mesurer le niveau perçu par le client final. Alors ça c'est fondamental parce que derrière c'est quand même les clients qui ont besoin de toutes ces informations pour avoir un parcours plus fluide mais aussi plus confortable dans le ressenti comme dans le concret. Et ça nous amène à une question, alors elle peut prendre un peu de hauteur, c'est la crise Covid nous aura fait mal, mais est-ce que ça va impacter notre stratégie de développement, tant en termes de travaux que de toute l'amélioration de l'offre, la relation voyageur, la digitalisation dont on reparlerait dans un instant d'ailleurs avec les autres personnes sur le plateau. Il est clair que cette crise aura été majeure pour le transport aérien, majeure pour nous, et qu'elle aura marqué les esprits. Je pense que si on se rappelle février 2020, personne n'imaginait un tel blackout sur le transport et sur le transport aérien en particulier. Mais de toute crise, il faut tirer des enseignements et il faut s'en servir pour s'améliorer. Oui, on en tirera un certain nombre d'enseignements, et déjà le cas, sur comment améliorer le service rendu à nos clients, comment intégrer des nouvelles contraintes ou demandes de nos clients. La sécurité sanitaire en est devenue une particulière et on sait que ça continuera de l'être. Et puis dans la façon dont on pense nos installations demain, je pense qu'on intégrera aussi le fait qu'à un moment donné, il faut donner plus d'espace, plus de volume. Mais ce n'est pas que la crise qui doit nous servir d'enseignement. Il y a aussi tout ce qu'on entend autour, les nouvelles volontés écologiques. L'aéroport a été à ce titre un exemple, puisqu'on a pris un engagement il y a plus d'1 an sur l'engagement d'être neutre carbone à horizon 2030. Eh bien, on continuera et on amplifiera tous nos plans d'action environnementale pour faire en sorte que le développement de l'aéroport rime avec intégration dans son environnement. D'accord. Ah bah alors justement peut-être, et ce sera notre dernière question parce qu'on nous attend juste au-dessus en plateau avec Philippe et Benoît pour continuer de répondre à toutes les questions de nos membres. Mais est-ce que finalement, animer, dynamiser un club de voyageurs plutôt fréquent, ça ne va pas à l'encontre d'une stratégie environnementale? Est-ce qu'on n'est pas en train de pousser les voyageurs à voyager? Non, je ne le crois pas parce qu'il n'y aura pas de bonne politique environnementale qui n'intégrera pas
l'envie client. Et si les clients ont envie et besoin de voyager, c'est un besoin qu'il va falloir assouvir. Et donc notre rôle, mon rôle à la tête de l'entreprise, c'est de faire en sorte de permettre à la fois à répondre aux besoins de nos clients et en même temps d'intégrer les contraintes qui pèsent sur le transport aérien. Et c'est de trouver toutes les astuces qui visent à mieux voyager en réduisant l'impact. Et toute la chaîne du transport aérien s'est mobilisée sur ce sujet-là. Et je suis sûr que nous arriverons à aller plus loin que d'autres moyens de transport parce que l'aérien a cette caractéristique, c'est qu'il a toujours été capable, soit sous forme de contraintes, soit sous forme d'innovation, à être en avance de phase par rapport à tous les autres modes de transport. Dernier point pour illustrer, j'arrive ici, depuis quelques mois, je vois un aéroport de centre-ville relié à sa ville, soit par le vélo, soit par le tramway, soit par énormément de moyens de transport, la voiture évidemment, mais ça n'est pas que la voiture. Donc on voit bien qu'on a une place à part, on a un rôle à tenir, et je suis sûr que nous arriverons à le tenir. Parfait. Merci beaucoup Franck. Le temps de monter jusqu'au plateau et de rejoindre Philippe et Benoît qui nous attendent pour la deuxième partie de cette émission, je vous propose de regarder en images le programme de cet été 2021 sur l'aéroport Nice Côte d'Azur. A tout de suite. Bien, donc nous revoici comme convenu pour la deuxième partie de cette e-rencontre en plateau où nous avons donc rejoint Philippe Sout. Bonjour, vous êtes donc le directeur de la BU commerciale des aéroports de la Côte d'Azur et Benoît Vallat qui est co-manager de notre lab et plus précisément responsable du programme Club Airport Premier qui nous occupe davantage aujourd'hui. Une première question Philippe, parce que d'habitude nos membres CAP, on a le plaisir de les rencontrer comme on dit de nos jours en présentiel. Absolument. Est-ce qu'on va pouvoir le faire bientôt ? Voilà, ça a toujours été très important depuis les 15 ans d'existence d'Airport Premier de rencontrer nos membres physiquement en live, non seulement pour comprendre leurs besoins, mais aussi pour présenter nos projets. Donc on avait nos rendez-vous biannuels et puis aussi les rendez-vous en coulisses que beaucoup de membres appréciaient. Et c'est clair que dès que la réglementation sanitaire nous le permettra, on refera ce genre de rencontre parce que c'est extrêmement important pour nous de rencontrer nos clients fidèles. Donc on espère d'ici l'automne pouvoir organiser quelque chose. Bon, on croise les doigts, tout va dépendre de l'évolution de la pandémie, mais en tout cas ce sera un plaisir que je pense partager. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui continuent de tomber, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt pour cette rencontre. Une première question, Benoît aussi. Peut-être c'est l'occasion de faire un peu le point. On a mis des nouveaux outils, je pense notamment digitaux en place, un nouveau site, une nouvelle application. Peut-être l'occasion de les représenter. Complètement, Aymeric. En fait, on a lancé fin mars de cette année notre tout nouveau site internet, donc complètement responsive et totalement repensé. Il a été conçu par les équipes du Lab Digital en partenariat avec nos partenaires intégrateurs et aussi surtout nos clients et particulièrement les membres du Club Airport Premier qui ont été associés dès le lancement, dès la phase de conception
à travers des rendez-vous en one-to-one et des enquêtes pour qu'ils puissent nous partager leurs desiderata. Et donc actuellement, notre site est pleinement fonctionnel là, depuis un peu plus de 2 mois. Et si l'on en croit les premiers chiffres, les avis des clients sont très positifs par rapport à cette nouvelle mouture, puisqu'on est à 4,7 sur 5 d'avis clients positifs et qui sont des vraies personnes qui utilisent le site et font des réservations. La deuxième brique de notre écosystème digital, c'est notre application mobile. Alors là, on va dire qu'on est plutôt dans une période un peu transitoire, c'est-à-dire qu'on a sorti une première version de l'application, de la nouvelle application, pour ne pas avoir de rupture dans la continuité de service. Donc c'est une première version qui est amenée à s'enrichir assez rapidement, donc dès la rentrée, et qui va intégrer de nouvelles fonctionnalités, et spécialement des fonctionnalités qui intéresseront nos membres, comme la possibilité de consulter leurs soldes, de faire des réservations et de se connecter au Wi-Fi par exemple plus facilement avec un débit amélioré. Voilà, et puis pas plus tard que ce matin, la dernière news fraîche sur l'innovation, nos membres Platinum ont reçu un email pour pouvoir bénéficier d'un nouveau service qui s'appelle e-concierge, qui est un assistant virtuel hybride et qui leur permettra d'être accompagnés, alors soit ici localement, soit au moment de leur déplacement, pour faciliter leur vie, que ce soit pour de la prise de rendez-vous, de la réservation de chambre d'hôtel, de restaurant. Et la grosse nouveauté, c'est que cet assistant est disponible donc via une application mobile disponible sur iOS, Android, et qu'il a été construit par une start-up qui s'appelle Weedy, avec qui nous avons travaillé. Tout ça, c'est aussi pour simplifier le parcours des passagers. Et peut-être à propos de simplification, parce qu'il y en a des questions là-dessus, beaucoup de retours le calcul des points, est-ce qu'on ne pourrait pas le simplifier? Il y en a qui ont l'air de trouver peut-être ça un peu trop compliqué, et puis les points, il y en a qui ont peur de les perdre aussi avec la baisse du trafic. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Alors bon, on a eu plusieurs actions, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais avec la crise Covid, on a quand même eu des actions pour maintenir les points et le statut de nos membres. Cette année, on a une refonte de notre programme de fidélité qui nous attend. On est en pleine consultation, là on vient de publier l'appel d'offres. Et l'idée, c'est d'aller, on a enquêté à nouveau nos membres du Club Airport Premier et on les a entendus. Et l'idée, c'est d'aller en effet vers de la simplification, que ce soit sur le mode de calcul de points qui aujourd'hui est assez complexe avec une notion de date anniversaire et des points qui se périment, que ce soit au niveau des statuts, ou peut-être 3 niveaux avec des avantages qui ne sont pas assez clairs. Donc l'idée, c'est d'aller vers de la simplification. C'est aussi d'aller vers la possibilité pour nos membres, non plus que de cumuler, mais de pouvoir utiliser ces points et pourquoi pas les convertir dans nos boutiques ou sur nos services en ligne. Et le troisième point, c'est d'accompagner, comme Franck Goldadel le disait, notre démarche environnementale. Donc, c'est-à-dire la suppression complète des cartes plastiques qu'on va abandonner au profit du wallet. Donc les cartes seront maintenant exclusivement sur le téléphone mobile, et ainsi que les équipements physiques, les bornes sur les terminaux qui ne sont pas indispensables seront supprimés pour pouvoir faire tout ça à partir de nos outils digitaux. Alors justement, une question qui nous arrive et qui est en lien avec cette thématique-là, est-ce qu'il est toujours possible de recevoir plus de CAPS si on s'enregistre plus de 72 heures via l'application ? Tout à fait. Alors ça se fait via le nouveau site internet dont je vous parlais et l'espace client. Donc ce nouveau site, il y a un certain nombre d'innovations, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a un moteur inspirationnel qui doit permettre et qui est vraiment différenciant par rapport aux autres sites d'aéroport, qui permet d'accompagner nos visiteurs sur le choix d'une destination s'ils sont en recherche d'idées. Et l'autre point central pour moi, c'est le compte client qui a été pensé spécialement pour les membres du Club Airport Premier. Et en effet, ils peuvent créditer en amont désormais leur vol comme c'était le cas, mais de façon beaucoup plus facilitée. Et ils ont un crédit de points qui est abondé par l'aéroport s'ils nous déclarent leur vol à l'avance. Ouais. Simplifier le parcours des passagers. Philippe, il y a aussi des questions sur le parcours pour le coup physique au sein même des terminaux. Il semblerait que le Fast Track ici au Terminal 2, il a été désactivé ces derniers temps et du coup certains se demandent si on va le réactiver. Où on en est là-dessus? Alors la bonne nouvelle, il est réactivé depuis début juin. Donc on revient dans une situation avant Covid, donc 2019. Il est vrai que c'était un peu notre produit phare, le Fast Track et surtout le PIF dédié, donc le passage sûreté dédié pour nos voyageurs fréquents. Il a en effet été arrêté pendant le premier confinement, parce qu'on était bien obligé, on avait tellement peu de flux qu'on ne pouvait pas garder
un contrôle sûreté ouvert en permanence. On l'a remis avec un système de coupe-fil à partir de septembre 2020. Et donc maintenant, la bonne nouvelle, depuis un mois, depuis 2 semaines, 3 semaines. Bon, voilà qui va satisfaire bon nombre de nos membres qui nous ont interrogés là-dessus. Un autre nous demande si on peut envisager l'ajout de l'accès Fast Track Passport aux membres Gold. Alors, c'est un service qui est donné aujourd'hui à nos membres Platinum. Je tournerai peut-être un peu la question. On encourage bien sûr aussi de devenir un niveau c'est un Platinum. peu le jeu quand même. Et ce n'est pas que les voyages. D'accord. Benoît vient de dire on a des points supplémentaires si on s'annonce en avance. Si on achète à l'aéroport, on reçoit des points aussi. Donc en gros, si vous faites 3-4 longs courriers ou 3 longs courriers par an et vous consommez dans l'aéroport, le statut Platinum n'est pas très éloigné. Et à ce moment-là, vous avez le Fast Track aussi pour le passage frontalier, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Oui, c'est ça, parce que c'est une autre question qui nous arrivait. Sur le Fast Track, on nous dit le Fast Track au départ c'est bien, mais au retour, ce serait bien de pouvoir en bénéficier. Certains disent que ce n'est pas possible d'avoir un Fast Track à l'arrivée, notamment pour le passage frontalier. C'est exact ou c'est un défaut d'information? Non, donc ils ont au départ et à l'arrivée. Donc c'est valable au départ et à l'arrivée. Donc Absolument. pour ceux qui se posaient la question, c'est une bonne nouvelle. Benoît, je reviens vers vous parce qu'on nous demandait aussi pourquoi la carte Platinum ne donne pas accès, alors ça c'est beaucoup de questions, les salons. Est-ce qu'on peut y avoir accès? À quelles conditions? Est-ce qu'on va les élargir? Alors, les salons à l'aéroport de Nice, ils sont agnostiques des compagnies aériennes, donc c'est-à-dire que c'est nous qui les opérons. Donc ça veut dire que les membres du club ne peuvent pas accéder aujourd'hui gratuitement au salon via leur carte, quel que soit le statut. Par contre, ils ont accès à un tarif préférentiel et qui est important. L'entrée au salon est à 30 € en tarif public aujourd'hui. Les membres du club Gold et Platinum ont un tarif de moins 40%, donc payent 18 € leur entrée au salon club. Et ils ont une réduction tarifaire également sur la location de salles et de bureaux avec une réduction de 20%. Au-delà de ça, les dernières enquêtes et le contexte Covid aussi nous ont fait remonter des desiderata, notamment de la part des membres Platinum, qui ont perdu un ancien avantage qu'on accordait auparavant, qui était des bons cadeaux utilisables dans les commerces de l'aéroport. Avec la crise Covid, on n'a pas pu maintenir cet avantage. Par contre, on travaille sur de nouveaux avantages qui seront disponibles dès cet été. Et moi, mon souhait, c'est que les membres Platinum puissent bénéficier de réductions sur nos services en ligne, d'avantages tarifaires et de surclassement également pour la réservation de parking ou de files prioritaires ou des salons. Et également des invitations exclusives à nos événements. Donc Philippe en parlait, on espère se retrouver d'ici la fin de l'année. Et dans le réseau de nos partenaires, puisque au-delà du cercle de l'aéroport, le Club Airport Premier, c'est aussi un réseau de partenaires. Donc je pense par exemple au magazine Côte qui offre un abonnement aux membres Platinum, à Handicap International. Et tout ce réseau de partenaires est amené à se diversifier également. D'accord. Concernant les salons, Franck, il y a une question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on pourrait rouvrir le salon VIP, le lounge de la zone B, c'est-à-dire ce qui est en non Schengen, quitte à instaurer des mesures restrictives ou spéciales en raison de la pandémie, bien sûr? Bon, un peu comme le disait Philippe tout à l'heure, on a dû nous adapter en termes de service à la réalité du trafic opéré sur nos installations. Et jusqu'à présent, le trafic international était peu revenu compte tenu des contraintes mises pour le transport entre des pays. On l'a dit, vous l'avez vu dans le film de présentation, on pense qu'en juillet et août, le trafic international va repartir, alors pas au niveau, hélas, qu'on imaginait, mais il va repartir. Et donc oui, le salon Levity réouvrira début juillet pour accompagner, là où on a du trafic international, l'offre de services salon. Mais il restera aussi, en fonction du flux de trafic, la possibilité, à certains moments, qu'on se reconcentre sur le salon Infinity. On va encore un peu naviguer à vue, mais en tout cas, il réouvrira. Bon, c'est une bonne nouvelle. On parle depuis le départ uniquement d'aviation commerciale. Il ne faut pas oublier qu'on a ici beaucoup d'activités en aviation générale ou aviation d'affaires. Est-ce que, Franck, il est possible, ou Philippe, je ne sais pas, mais de faire en sorte que les voyageurs qui utilisent l'aviation d'affaires puissent créditer des points sur leur programme de fidélité? Donc aujourd'hui, ça fait déjà un moment que les passagers qui passent par le terminal d'aviation d'affaires et qui sont membres
du club, bien sûr, ils peuvent donc rendre ils envoient ou bien ils n'ont pas de billets, mais donc voilà, c'est ça, parce que du coup, il faut ils peut-être signalent leur comment passage et on accrédite donc bien sûr les vols. C'est ça. En fait, on leur demande, comme il n'y a pas de carte d'embarquement à proprement parler avec un QR code qui pourrait scanner, on leur demande simplement un justificatif de voyage qui peut être un justificatif de l'assistant d'aviation d'affaires. Et donc nos équipes se chargent de leur créditer les points. Et donc ça, c'est actuellement valable pour Nice. Et en accord avec Franck, on envisage de l'étendre du coup à nos 2 autres plateformes qui sont Cannes et Saint-Tropez. Ouais. D'accord. Bon, ce serait sans doute une bonne chose. Justement, Franck, peut-être un petit point quand même sur l'activité d'aviation d'affaires, parce qu'on a parlé beaucoup déjà de l'aviation commerciale. Où est-ce qu'on en est? Alors sur l'aviation d'affaires, en fait, elle a été plus résiliente que l'aviation commerciale pour plein de raisons en 2020. La première, c'est que comme le trafic commercial s'est fortement contracté, réduit, il ne restait pas beaucoup de possibilités pour certains passagers de rejoindre des terrains comme Nice, Cannes ou Saint-Tropez autrement que par l'aviation d'affaires. Donc on a vu une nouvelle clientèle arriver et à contrario une clientèle étrangère venant soit des États-Unis, soit d'Asie, soit du Golfe diminuer fortement compte tenu des contraintes transfrontières. Donc plus résiliente en 2020 que l'activité commerciale. Ce qu'on voit maintenant sur l'été 2021, c'est une reprise de cette activité, y compris, on va dire, sur l'aviation d'affaires long courrier. Et donc, on a des perspectives de reprise qui sont forcément plus importantes que sur l'aviation commerciale, mais parce qu'on vient de moins bas que l'aviation commerciale. Forcément, c'est mécanique. On a des questions aussi sur la dimension shopping qu'on peut avoir ici à l'aéroport. On nous demande, parce que ça intéresserait, si on pourrait mettre un système de click and collect. Mais Benoît, je parle sous votre contrôle, ça existe déjà. Oui, tout à fait. En fait, on a été un des premiers aéroports, comme pour le Club Airport Premier, à lancer un service de click and collect. Donc, on a eu une initiative il y a 8 ans là-dessus. C'est un service qu'on fait en partenariat avec les opérateurs des commerces. On le proposait, nous, directement sur notre site web. Ça a un peu évolué depuis. Par souci de simplicité, on offre maintenant la possibilité de réserver les produits duty-free en redirigeant les visiteurs directement sur le site du duty-free. Et donc nos membres bénéficient en effet toujours de leur réduction, donc qui est de moins 10% de base, et ça peut monter jusqu'à moins 20% en période promotionnelle. Et ils peuvent donc réserver leurs produits sur le site de l'aéroport et venir le rechercher directement dans la boutique et bénéficier de leur réduction en payant sur place. D'accord. Je reste 2 secondes sur les commerces parce qu'il semblerait qu'il y ait des passagers qui manquent parfois un peu d'informations sur leurs avantages et que notamment quand ils se présentent dans les magasins, on ne leur demande pas forcément s'ils ont la carte. Est-ce que c'est bien normal tout ça et est-ce qu'on peut améliorer cette situation? Alors, à la différence des salons dont je parlais tout à l'heure, même s'il y a une sous-traitance, les commerces, donc on travaille plutôt main dans la main avec les opérateurs. Et ce qu'on a mis en place là, depuis septembre de l'année dernière, c'est que les équipes du Lab Digital du Club Airport Premier font des visites hebdomadaires et se mettent vraiment dans la peau du passager Club Airport Premier, donc prennent la voiture, vont dans les parkings, passent le contrôle de sûreté, s'impriment une carte d'embarquement et vont dans les commerces. Et ça se fait toutes les semaines et c'est un travail en fait continu, d'amélioration continue, de qualité qu'on fait avec nos équipes et les équipes des opérateurs. Il y a toujours des pistes d'amélioration, mais en tout cas c'est un point de vigilance et c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc si un membre CAB détecte qu'à un moment donné ça n'a pas été très bien fait, on l'invite à nous l'envoyer par mail pour que nous on corrige le tir immédiatement. Avec grand plaisir, nos équipes sont tout à fait à l'écoute. Ce sont nos yeux dans les terminaux. Exactement. Nos relais plutôt. De relais, d'accord. Je reviens un instant sur les salons VIP parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent là-dessus. Peut-être Philippe à ce moment-là. Il y en a qui trouvent que l'offre de services et notamment de restauration est peut-être pas totalement à la hauteur et qu'en termes de restauration, je cite, on est plutôt sur de la madeleine et du biscuit. Je crois qu'on a dépassé quand même le stade de la madeleine et du biscuit. Nous, on a fait quand même pas mal d'efforts pour répondre aux besoins de nos clients dans les salons. Alors, par contre, c'est vrai que ce ne sont pas des salons pour des destinations. Je veux dire, il y a des grands aéroports où il y a beaucoup de trafic avec du connecting, où les passagers restent pendant des heures dans les salons, où il y a toute une offre de restauration, etc. Ici, c'est vraiment chaque fois au départ. Donc, c'est plutôt, on arrive 1 heure avant le vol, on veut encore
passer un bon moment au salon, boire un verre de champagne, grignoter quelque chose, et puis on embarque. Donc le concept a vraiment été fait pour ce genre de besoins, et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas des offres complètes de restauration. En plus, on a fait beaucoup d'efforts lors de la refonte pour vraiment offrir une multitude de restaurations différentes. On peut manger des pâtes chez Jamie's Oliver. On a le restaurant qui va ouvrir bientôt l'Estival, on est juste à côté. Donc on a vraiment fait beaucoup d'efforts pour avoir toute cette offre restauration et on invite nos passagers à essayer ces offres. D'accord. Il y a un autre sujet qui cristallise pas mal de questions, les parkings. On nous interpelle notamment sur un point précis. Quand on accède et règle avec sa carte Park and Fly, on paye parfois plus cher que si on réservait en ligne. Et ça semble plutôt contradictoire. Alors, c'est vrai qu'on a vécu une période particulière et ça a été le cas en effet là où pendant la période de faible occupation des parkings, on a eu une politique sur Internet qui a été assez agressive pour essayer de proposer à nos clients de venir à des tarifs compétitifs sur nos parkings. Mais pour moi, ce sont en fait deux offres différentes. La carte Park and Fly, c'est un produit qui offre de la flexibilité à ses clients, c'est-à-dire qu'il y a une facturation fin de mois, on ne perd pas de temps à les payer à chaque fois à la caisse de parking, et il y a quand même un avantage tarifaire avec des réductions en fonction du volume de consommation sur le même modèle que les télébadges autoroutiers. Click and Park, on est plus sur une offre grand public, où là, on cherche le prix et la garantie de la place. Donc moi, j'invite les membres à utiliser un produit ou l'autre, ou les deux, à mixer en fonction de leur contexte de voyage, tout en leur rappelant quand même que sur la réservation sur Internet, à chaque fois qu'ils réservent, ça leur crédite des points et du coup, ça leur permet quand même d'accéder à des avantages. Mais cette différence tarifaire, on a fait un peu des comparatifs sur l'été, va être amené à vraiment se réduire et à quasiment ne plus se ressentir sur l'été. On nous interpelle également sur la problématique du Kiss and Fly et de la tarification du parking P5. C'est vrai que depuis la facturation au bout de quelques minutes du Kiss and Fly et le P5 à la première minute, il y en a qui se demandent si c'était bien la bonne solution et si on ne pourrait pas revoir un petit peu tout ça. Qui se lance ? Je vais me le lancer. On a plusieurs choses. D'ailleurs, c'est aussi valable cette réponse à la question de nos clients fréquents sur les salons. Il faut savoir qu'on a quand même subi ces derniers mois, comme beaucoup d'entreprises et comme beaucoup de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une vraie difficulté avec la crise Covid, où l'activité n'était pas au niveau que nous avions l'habitude d'avoir et nous avons dû restreindre les services. Qui plus est, quand on était dans des situations sanitaires complexes, je le dis juste parce que par rapport à notre client qui parlait de l'offre de restauration dans les salons, il faut se rappeler qu'on a quand même réussi en s'adaptant à maintenir une offre de salon ouverte quasiment tout le temps, et ce malgré des contraintes qui pesaient, et on ne pouvait pas apparaître comme un restaurant ouvert où d'autres restaurants étaient fermés. Là, on n'était pas sur une offre de restauration. Sur la partie parking, plusieurs choses. D'abord, il y a un produit qui est le produit Kiss and Fly, où on vient déposer quelqu'un ou venir chercher quelqu'un et on a besoin de quelques minutes de stationnement. Et on a l'offre de parking qui est plus adaptée à je viens, je me gare et je laisse mon véhicule. Cet été, on l'a dit, on travaille avec le Terminal 2 et uniquement le Terminal 2, donc on sera extrêmement vigilant sur la politique qui permettra à nos clients de se concentrer sur un Terminal 2 avec un accès qui n'est pas simple pour qu'ils leur permettent d'avoir ce service. C'est deux services différents mais qui se complètent, et donc on va élargir un peu la plage de gratuité pour permettre à 10 minutes de stationnement gratuit le temps de pouvoir se garer, déposer quelqu'un, vider ses bagages et qu'il puisse partir et repartir sans payer. Et en fonction du flux de véhicules, on verra s'il y a lieu de l'ouvrir au P5 pour éviter de saturer l'accès au terminal. Mais encore une fois, ce sont deux offres de stationnement différentes. D'accord. Deux offres différentes. Il y en a qui demandent même deux files différentes au Kiss and Fly selon qu'on est membre du club Airport Premier. J'imagine que ne serait-ce que matériellement, physiquement, c'est pas envisageable, non ? Enfin, je ne vois pas comment on pourrait séparer les files. Je ne suis pas parmi vous depuis longtemps, mais très honnêtement, l'infrastructure est très difficile pour permettre de séparer autant de flux sur un linéaire qui est quand même assez petit
quand vous regardez son linéaire de stationnement et surtout sur l'accessibilité, car encore une fois, on vient de le dire, il y a une entrée parking, il y a une entrée Kiss and Fly. Alors, c'est Benoît tout à l'heure qui nous l'a dit, le club Airport Premier, par définition, par essence, il est agnostique des compagnies. Toutefois, certains nous demandent, ce ne serait pas un peu sa faiblesse? Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser, trouver des arrangements avec peut-être certaines des compagnies qui opèrent le plus ici pour augmenter les caps, les points et puis les avantages? Est-ce qu'il y aurait une réflexion à mener sur des ouvertures avec les compagnies? Philippe, peut-être? Je crois qu'on a toujours intérêt, et surtout le passager, il veut un produit complet. Donc on a tout à fait intérêt à regarder avec les compagnies comment échanger et comment faciliter. Donc nous, on est tout à fait ouverts et ça fera partie de l'audit qu'on va faire et puis aussi les nouvelles idées pour améliorer encore notre produit CAP. Donc c'est certainement une piste à regarder. D'un autre côté, on est le programme de l'aéroport et ça a aussi comme avantage, vous avez des services spéciaux chez nous à l'aéroport, n'importe quelle compagnie que vous utilisez. Et ça, c'est une force aussi. Parce qu'aujourd'hui, je peux voyager avec telle compagnie, demain, je prends une autre compagnie pour faire du long courrier, puis je fais un petit saut à Paris. Chaque fois, je vais avoir le même service à l'aéroport et ça, c'est un gros avantage. Donc, on essaye d'être très bon déjà chez nous, mais c'est sûr que si on pourrait trouver de nouveaux partenaires, et les compagnies aériennes sont certainement, parce que c'est pour ça qu'on vient aussi à un aéroport pour prendre l'avion, donc si on pourrait faire des liens avec eux, certainement ce serait un grand plus. Alors une question, moi que je trouve intéressante parce qu'elle renverse totalement la réflexion, je pense, qui a présidé à la structuration du programme CAP. Alors, je ne pense pas qu'on ait la réponse tout de suite, mais en tout cas, ça aide pour réfléchir. Il dit simplement, et pourquoi on ne proposerait pas de créer le programme autour des demandes de services de l'utilisateur final? C'est-à-dire moi je ne veux pas qu'on me dise il me faut tant de points pour passer d'un statut à l'autre, j'ai des avantages à ça, mais en fait je ne m'en sers pas. Dire moi je souhaite pouvoir bénéficier de tel et tel service. En fait, construire l'offre autour de la demande individualisée de services. Ce serait envisageable? Est-ce que finalement on n'y répondrait pas déjà un petit peu? Bon, je pense que le programme, c'est vraiment pour nous une source de remontée très très importante du terrain et surtout de voyageurs qui ont un avis vraiment pertinent sur le voyage et sur les autres aéroports. Donc on les écoute, on fait des enquêtes déjà régulièrement avec eux et une enquête de satisfaction par an. Mais en même temps, ils nous demandent aussi de la simplicité, c'est ce qui est ressorti de la dernière enquête. Donc si on fait un programme sur mesure au desiderata de chaque passager, ça risque un peu de complexifier. Après, ce qui peut être intéressant par contre, c'est d'avoir peut-être un socle commun davantage et que chaque membre après puisse venir piocher peut-être sur des options. Donc ça, c'est en effet une piste intéressante et qui va être abordée dans le cadre du travail que je mentionnais tout à l'heure sur la refonte du programme. Alors pour nos membres, l'enjeu c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans la mise en place de ces nouvelles règles et ça va se passer courant 2022, donc l'année prochaine. D'accord. On a dit qu'on était agnostique des compagnies, Franck, et pourquoi pas aussi voire à travailler avec d'autres aéroports. Alors on a évoqué Cannes, Mandelieu et Saint-Tropez, ce serait plutôt logique et a priori on commence à y réfléchir, mais nous sommes aussi membres d'un consortium qui gère les aéroports de Rome par exemple, ça pourrait être une piste ou d'autres? Alors je vais répondre à cette question, mais je piaffais de compléter la réponse de Philippe tout à l'heure sur la relation avec les compagnies aériennes. D'abord, pour faire un accord avec des partenaires, il faut que les deux soient d'accord. Les compagnies aériennes ont lancé leur propre système de passagers fréquents avec un certain nombre de leviers qui sont propres à la compagnie aérienne. Et moi, arrivant, je peux vous dire que je trouve très intéressant d'avoir pour le client passager finalement une certaine complémentarité entre les deux systèmes, celui de la compagnie aérienne et celui de l'aéroport. Et donc l'avenir, c'est certainement de trouver des accords mutuels pour éventuellement faire bénéficier de certains avantages d'un programme sur un autre en transférant finalement des droits à utiliser. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra qu'avec les compagnies aériennes, on trouve des accords. Et je pense que ça peut être possible. Sur ce qui est de faire bénéficier d'un programme
Airport Premier, d'autres aéroports. On a déjà dit que pour ceux que nous gérons, à savoir Cannes et Saint-Tropez, qui sont avec une aviation différente, c'est l'aviation commerciale d'un côté et l'aviation d'affaires de l'autre, il y a déjà cette complémentarité. Avec d'autres aéroports, c'est plus complexe, parce que là aussi, c'est deux entités. Il faut que les uns et les autres y trouvent de la complémentarité, pas simplement le client finalement. C'est pas impossible, mais c'est pas le centre premier de notre intérêt. Notre intérêt à nous, c'est vraiment d'essayer de le faire évoluer pour répondre au mieux possible aux besoins de nos clients sur nos services, sur nos aéroports. Parfait. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui nous sont parvenues en direct. Si j'en ai oublié certaines, vraiment, excusez-moi, mais dans le flow, il est toujours possible qu'il y en ait une qui m'échappe. Je terminerai juste parce que je voudrais le partager avec vous. Une personne qui a la gentillesse de ne pas nous écrire une question, mais de nous adresser ses remerciements et ses félicitations pour nous dire que la gestion du client est très très bonne et qu'apparemment, dès qu'elle a un problème et qu'elle écrit, on lui répond de manière très réactive. Voilà, je le partage avec vous. Ça fait du bien de finir sur un satisfait. Merci à tous d'avoir répondu aux questions. Merci à chacun d'y avoir participé. Ah, juste un mot de la fin. Dire à nos téléspectateurs que l'interview sera disponible en replay aussi. Bien évidemment. Sur le site internet et dans la prochaine newsletter. Voilà, donc on vous l'enverra dans la prochaine newsletter et ce grâce à la magie de notre réalisateur qu'on remercie également, Alban Guillain. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, mais j'espère en présentiel. Absolument.